Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Aujourd'hui, je reçois Thomas Brenn et on va parler de l'histoire de la Norvège et d'Oslo. Salut Thomas. Salut Anne-Sophie, tu vas bien? Tout va bien, super contente de discuter avec toi. Tu es guide donc à Oslo, tu guides en français, en anglais, en norvégien, en allemand. Et on s'est rencontrés lors de visites guidées d'Oslo. Parce que quand je travaille comme tour leader avec des touristes français qui viennent visiter la Norvège, on a des visites de villes guidées. Et j'ai beaucoup aimé la façon que tu avais de raconter l'histoire de la Norvège et d'Oslo. Alors merci de prendre le temps de partager toutes ces informations avec nous. Avec grand plaisir. Ça fait toujours plaisir de passer un moment avec toi. Avant qu'on parte dans le côté culturel et historique, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Depuis quand tu es guide à Oslo? Je suis un Français de 52 ans et je vis ici à Oslo depuis 12 ans. Je suis arrivé en fait le 11 septembre 2008 et je ne savais pas exactement ce que j'allais faire ici en Norvège. J'ai trouvé cette occupation de guide, ou du moins j'ai trouvé cette formation de guide qui dure 1 an et qui se termine par un examen où il faut montrer ses connaissances sur la Norvège, sur l'histoire de la Norvège et aussi ses connaissances linguistiques pour les différentes langues dans lesquelles on veut guider. Et puis, j'ai commencé à guider, je crois que c'était en 2010, je crois 2 ans après que je sois arrivé en Norvège. Et ça m'a beaucoup plu. Et voilà, au départ, c'était un travail saisonnier. Et puis, petit à petit, j'ai pu développer mon activité et surtout mes contacts pour pouvoir, au cours des 4 dernières années, faire uniquement cela. Alors, c'est ça, tu fais ça toute l'année, en fait, maintenant. Voilà, je fais ça toute l'année avec surtout une grande période estivale où il y a beaucoup de travail et une période hivernale où il y a moins de travail, mais où il y a quand même un peu de travail qui permet de passer l'hiver et d'attendre la belle saison avec l'arrivée des touristes. Et quand tu es arrivé en Norvège, tu es arrivé à Oslo directement? Je suis arrivé à Oslo directement et je ne savais pas exactement où j'allais passer la nuit. Pour dire toute la vérité, j'avais lu dans le guide des routards qu'il était possible de louer une chambre chez l'habitant et je suis allé à l'office de tourisme, on m'a donné une adresse et je suis arrivé chez une vieille dame qui m'a loué une chambre d'abord pour 2 jours, après pour 1 semaine et finalement je suis resté 4 ans chez elle. Ah ouais, quand même. Voilà, chez cette vieille dame et j'ai eu beaucoup de chance d'arriver chez elle, d'habiter dans un bon quartier d'Oslo et aussi après de pouvoir faire les différentes formations que j'ai faites ici à Oslo. Pour revenir un petit peu sur l'histoire de la Norvège, donc la Norvège est indépendante depuis 1905. Alors on pourrait penser que la date de la fête nationale célèbre cette indépendance, mais le 17 mai remonte en fait au 17 mai 1814, date de la signature de la Constitution. La Norvège a été en union avec le Danemark, avec la Suède, puis avec le Danemark seulement, avec la Suède seulement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, en fait, l'histoire de la Norvège, on peut la simplifier, toute l'histoire de la Norvège, en disant qu'il y a 2 grandes périodes très importantes dans l'histoire de la Norvège. Si on nommait bien sûr la période viking, qui est une période d'environ de 250 ans, qui va en gros de l'an 800 jusqu'à 1050. Et puis il y a une grande période de 400 ans qui va du début du XVe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, où la Norvège était une province danoise, on peut dire carrément une colonie danoise. Il y a une grande période pendant laquelle la Norvège, une période d'à peu près 400 ans, du début du 15e jusqu'au début du 19e, jusqu'en 1814, que tu viens de mentionné, où la Norvège était une province danoise, une colonie danoise. Ce qui se passe en 1814, qui est une année charnière dans l'histoire de la Norvège, c'est que c'est la fin des guerres napoléoniennes. Et le Danemark était un allié de Napoléon, et comme la Norvège appartenait au Danemark, la Norvège bien était, de par ce fait, un allié de Napoléon. Dans l'autre coalition qui luttait contre Napoléon, il y avait bien sûr l'Angleterre
mais il y avait aussi la Suède. Et la Suède partage une large frontière avec la Norvège et désirait depuis des décennies, puis depuis des siècles, acquérir la Norvège pour accroître son territoire. Et donc, comme ça se passe généralement, au sortir des guerres, on redéfinit le territoire. Et il a été décidé au traité de Kiel, au sortir de la guerre, des guerres napoléoniennes en 1814, que la Norvège serait donnée à la Suède. Alors, ce qui se passe, c'est qu'entre le moment où la guerre s'est terminée et le moment où il a été décidé que la Norvège serait donnée à la Suède, il y a eu un laps de temps que la Norvège a voulu utiliser pour devenir indépendante. Et donc, elle a créé sa constitution. Il y a les hommes les plus influents de la Norvège qui se sont réunis à Eidsvoll, qui est à peu près à 30-35 minutes d'Oslo avec le train, et ils ont créé la constitution norvégienne, influencée par les idéaux de la Révolution française, par l'idée de la séparation du pouvoir en 3 unités bien distinctes, le judiciaire, l'exécutif et le législatif, et ils ont aussi nommé un roi norvégien. Seulement, la Norvège a été obligée d'accepter ce qui avait été décidé au traité de Kiel et a été donné à la Suède. Alors, il y a une petite guerre que la Norvège a très vite perdue et elle est entrée dans une union avec la Suède. Suite à cette constitution, en fait, c'était pas réglé. La Norvège n'était pas indépendante, elle s'est retrouvée en union avec la Suède. Voilà, elle a dû bien accepter ce qui a été décidé lors du traité de Kiel en 1814. La fête nationale célèbre la création de la constitution norvégienne. Pourquoi est-ce qu'ils ne célèbrent pas leur indépendance? Je pense que c'est parce que la fête nationale a déjà été décidée avant l'indépendance. Voilà, il avait déjà été décidé que la fête nationale, ce serait le 17 mai 1814. Oui, c'est ça, c'est bizarre parce qu'on pourrait penser que même aujourd'hui, on se demande pourquoi ils ne changent pas cette date et pourquoi la date de la fête nationale ne célèbre pas l'indépendance en fait. Parce après 1814 et avant 1905, les Norvégiens se réunissaient tous les 17 mai pour fêter la création de la constitution norvégienne. Je pense que c'est comme ça que ça s'est établi, que ce soit la fête nationale. Voilà. Oui, c'est ça, c'était culturel. Après, cette date était dans les mœurs, quoi. Voilà. Au début, ça ne plaisait pas du tout aux Suédois qui étaient ici en Norvège pour diriger la Norvège, mais après, ça a été très bien accepté que les Norvégiens célèbrent chaque année la création de leur constitution avant l'indépendance. Hein. Alors, la Norvège, c'est une monarchie constitutionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors, déjà, pour savoir pourquoi la Norvège est restée une monarchie, il faut revenir justement à cette indépendance qui date, comme tu l'as dit, de 1905. Lorsque la Norvège est devenue indépendante, il y a eu un référendum. Il y avait le choix, rester une monarchie ou devenir une république. Alors, le peuple norvégien s'est prononcé à un très très large pourcentage pour rester une monarchie. Donc la Norvège, lorsqu'elle a acquis son indépendance, est restée une monarchie. C'était un moment important et le Premier ministre norvégien, qui s'appelait Mikkelsen, a demandé à un prince danois de devenir le roi de Norvège. De Norvège. Ce prince, ça semble un petit peu bizarre. La Norvège vient d'acquérir son indépendance. Plutôt que de nommer un Norvégien roi de Norvège, elle demande à un prince danois, qui s'appelait le prince Karl, de devenir roi de Norvège. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que devenir indépendante pour la Norvège, c'était aller à l'encontre de ce qu'avaient décidé l'Angleterre et les autres pays vainqueurs au sortir des guerres napoléoniennes en 1814. Et la Norvège avait besoin d'être en bon terme politiquement, mais aussi surtout économiquement avec l'Angleterre. Et ce prince Karl du Danemark était marié avec un membre de la famille royale britannique qui s'appelait la princesse Maud. Voilà, c'est pour cela qu'on lui a demandé de devenir le roi de Norvège. Ce qui se passe, c'est qu'au sortir des guerres napoléoniennes, eh bien, la Suède était un des pays vainqueurs. Et à sa tête, eh bien, il y avait un Français qui s'appelait Bernadotte, qui avait senti le vent venir et avait tourné sa veste à Napoléon.
en fait, bien lui en a pris, puisque Napoléon, bien sûr, a perdu la guerre. Et donc, il a récupéré la Suède, et puis, comme on en a parlé, il a aussi récupéré la Norvège. Et donc, on a construit ici à Oslo le Palais Royal, qui devait lui servir de demeure lorsqu'il venait de Suède pour passer quelque temps ici en Norvège. Le Palais Royal, voilà, le Palais Royal a été achevé 4 ans après sa mort et il a été utilisé pour la première fois par son fils. Donc, de 1814, date où la Norvège est entrée en union avec la Suède, jusqu'à l'indépendance, en 1905, les rois suédois qui dirigeaient donc la Suède et la Norvège étaient des descendants de la maison Bernadotte. Et donc, comme je l'ai expliqué, en 1905, c'est donc un prince danois qui est devenu le roi de Norvège. Alors, le premier roi, donc le prince Karl, qui s'est appelé Håkon VII en Norvège, puisque les rois norvégiens ne portent que 3 noms. Ils s'appellent soit Håkon, Harald ou Olav. Donc le roi actuel s'appelle Harald et son fils s'appelle Håkon, celui qui lui succédera sur le trône. Voilà. Et donc, voilà, le premier roi danois a traversé la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, il y a eu son fils, qui était le roi Olav, qui était extrêmement aimé du peuple norvégien parce que c'était quelqu'un d'extrêmement simple. Et il y a une image très célèbre de lui, on le voit prendre le tramway pour se rendre à Holmenkollen, pour aller voir les compétitions de sport d'hiver. Voilà, comme un citoyen normal. Donc, bien sûr, cela plaisait au peuple norvégien. Et depuis 1981, si je ne me trompe pas de la date, c'est son fils, donc le roi actuel, Harald, qui est sur le trône de la Norvège. C'est rigolo, en Norvège, il y a ce côté très, pour le roi même, pour les ministres, pour tous les gens politiquement importants, etc. Ils sont ils ont une vie tout à fait normale, ils sont très proches des gens, etc. C'est vrai que ça peut être surprenant, je trouve. C'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus simple. Ça surprend un peu lorsqu'on vient de France de prendre le tramway le matin et de voir des hommes politiques que l'on connaît parce qu'on les voit à la télévision, on les voit prendre le tramway pour aller au Parlement travailler comme n'importe quel citoyen. Ça m'est arrivé, moi, à de nombreuses reprises de voir des hommes politiques ou des leaders de partis politiques prendre le tramway pour aller travailler. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est différent de la France. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Erna Solberg, justement, donc la première ministre, il n'y a pas très longtemps pour mon travail à Enerco. Et juste avant qu'elle arrive, il y a eu un petit peu de sécurité mise en place. Il y avait quelques gardes du corps, etc. Mais c'était vraiment minime, quoi. C'était... elle a passé du temps avec nous, elle a pris des photos avec les enfants qui étaient là. Enfin, c'était vraiment, elle était très accessible, quoi. Oui, c'est vrai, on sent une certaine sérénité. Mais ça fait depuis quand est-ce que tu es arrivé en Norvège? Moi, ça fait 6 ans que je suis là. 6 ans, d'accord. Donc tu es arrivé après les attentats du 22 juillet 2011. Oui. Parce que ces attentats, ils ont changé beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup plus maintenant de sécurité qu'il y en avait avant. Avant, voilà, il y avait tout autour du Parlement, il y avait pas, on pouvait circuler en voiture. Donc ça a changé beaucoup de choses, mais bon, ça reste quand même relativement. Voilà, il y a pas beaucoup de sécurité, mais il y en a plus qu'avant. Il y en a plus qu'avant quand même, oui. De cet événement. De cet attentat terroriste du 22 juillet 2011. Alors, on a parlé de l'histoire de la Norvège en général et puis de l'histoire d'Oslo un petit peu, qui est donc la capitale de la Norvège, mais qui ne l'a pas toujours été. Non, effectivement, Oslo est la capitale de la Norvège depuis le début du XIVe siècle. Avant, c'était Bergen, sur la côte ouest, qui était la capitale de la Norvège. Alors, Bergen était
la ville la plus importante de la Norvège. C'était une ville qui faisait partie de ce qu'on appelait la Ligue hanséatique. Et de Bergen partaient de nombreux bateaux chargés de poissons pour aller vers l'Europe, où ils vendaient leurs poissons et ils ramenaient des denrées en Norvège. Donc c'était une ville, de par le commerce qui s'effectuait, qui était très importante. Alors, c'est le roi, à cette époque-là, au début du XIVe siècle, qui a fait d'Oslo la capitale de la Norvège. Donc depuis 1314, c'est Oslo qui est la capitale de la Norvège. Et Oslo qui ne s'est pas toujours appelé Oslo aussi. Voilà, tout à fait. Alors, il y a 3 dates importantes dans l'histoire d'Oslo. Il y a tout d'abord 1048, c'est la date où la ville a été fondée pendant la période viking par celui qu'on appelle le roi Harald le Sévère. Alors ce roi Harald le Sévère, il est mort en 1066 à la bataille de Stamford Bridge en Angleterre, et généralement on dit que sa mort marque la fin de l'époque viking. Une autre date importante de la ville, c'est 1624. En 1624, il y a eu un incendie et toutes les maisons étaient en bois, et donc la ville, qui était très petite à ce moment-là, a complètement brûlé. Et à ce moment-là, la Norvège était donc sous domination danoise. Le roi danois, qui s'appelait Christian IV, est venu du Danemark. Il a décidé de reconstruire la ville près de la forteresse, parce qu'il pensait qu'en plaçant la ville là, il pourrait mieux la protéger contre les ennemis, les Suédois. Et il décida aussi à ce moment-là de rebaptiser la ville en son propre honneur. Il s'appelait donc Christian. Et il a appelé la ville Christiania avec un C. Et c'est comme ça que c'est appelé la ville pendant 300 ans, jusqu'en 1924. Alors pendant la période suédoise, la ville s'appelait Christiania, mais avec un K. Avec voilà. Un K, donc il y a eu plusieurs orthographes aussi. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait que Christiania s'est rebaptisé en Oslo par la suite ? Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. Oslo a repris son nom d'origine en 1924. Déjà, je pense que la date a été choisie parce que ça faisait précisément 300 ans. Et je pense que c'est parce que, après avoir été sous une union avec le Danemark et ensuite avec la Suède, la Norvège indépendante voulait récupérer son nom d'avant qu'elle ait été rebaptisée Christiania pendant la période danoise. C'était une façon de marquer cette rupture. Tout à fait. D'accord. Et du coup, dans une monarchie constitutionnelle, quel rôle a le roi, la famille royale ? Pour le roi, a perdu son pouvoir législatif lorsqu'on a instauré un système parlementaire vers la fin du 19e siècle en Norvège. Et donc tout le pouvoir législatif est issu du Parlement. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, à partir du moment où ce système a été instauré, le roi a perdu son pouvoir et c'est devenu une figure représentative du pays et aussi un ambassadeur. Alors ici en Norvège, par exemple, le roi reçoit les personnalités politiques des autres pays, ou il se rend dans d'autres pays pour représenter la Norvège. Donc il y a une fonction représentative. Et puis c'est une personnalité intéressante, le roi, parce qu'il représente toutes les valeurs typiquement norvégiennes. Et c'est un monsieur qui a 83 ans et il s'adresse à la nation dans les moments importants. Et il prononce des paroles toutes simples, de sagesse. Et donc, il a une fonction aussi, comme cela, de représenter symboliquement la nation. Mais comme ce n'est pas un homme politique et qu'il n'a rien à gagner, il n'a pas d'élection à gagner, il a une valeur symbolique extrêmement sympathique. Ça, c'est mon point de vue personnel. Oui, c'est ça. La famille royale a quand même est très appréciée en Norvège. Tout à fait, elle est très appréciée, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu de scandale, comme ça peut arriver dans d'autres monarchies, dans d'autres pays. C'est une famille royale très, très discrète. Tu nous as parlé justement par rapport à cette monarchie constitutionnelle du Premier ministre, du Parlement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne politiquement du coup ? Alors,
le système politique norvégien, comme tu l'as dit, c'est une monarchie constitutionnelle. Et donc, tout le pouvoir est issu du Parlement. Le Parlement norvégien s'appelle le Storting. Il n'y a qu'une seule chambre. Il y a 169 députés, on peut les appeler comme ça, qui sont élus tous les 4 ans à la proportionnelle. Et c'est des élections à un tour. Alors, cela signifie qu'aucun des 2 grands partis politiques norvégiens ne peut obtenir la majorité sans faire une alliance ou des alliances. C'est généralement des alliances. Les 2 grands partis politiques sont le Parti travailliste, qui est un parti de gauche. On peut dire que c'est un peu comme l'ancien Parti socialiste en France, et le parti qui s'appelle Høyre en norvégien, qui veut dire droite. C'est un parti de centre droit, comme on en a connu en France avec le RPR, l'UMP, les Républicains, etc. Donc ces 2 grandes fractions politiques, avant les élections, font des alliances avec les autres petits partis qui sont aussi représentés au Parlement norvégien. Et donc, après les élections, il y a toujours une coalition qui dirige le pays. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je trouve intéressant, puisque ces petits partis arrivent à avoir une influence sur la politique du pays, puisqu'ils arrivent au gouvernement. Oui, c'est ça. Du coup, il y a pas, ils peuvent faire part de leurs idées, même si ce n'est pas un très gros parti. Tout à fait. Ils arrivent à avoir une influence sur la politique du pays. Par exemple, dans la coalition que l'on a actuellement, bien que maintenant on ait un gouvernement minoritaire, puisque le Parti du Progrès s'est retiré du gouvernement. Donc maintenant, la Première ministre norvégienne, qui est issue du parti qui s'appelle Høyre, donc le parti le plus important, elle doit aussi trouver du soutien dans l'opposition pour faire passer ces mesures. Mais avant cela, par exemple, lorsqu'il y a eu la crise en Syrie, le parti démocrate chrétien, si on l'appelle comme ça, voulait avoir plus de réfugiés ici en Norvège, et le parti le plus à droite de cette coalition, le Parti du Progrès, n'était pas d'accord. Et la Première ministre, elle était un petit peu entre 2 eaux, et il y a eu une forte pression médiatique par le leader de ce parti démocrate chrétien à l'intérieur du gouvernement pour avoir plus de réfugiés en Norvège. Il a réussi, avec l'impact médiatique que ça a eu, à obtenir gain de cause. Donc c'est en ce sens où moi je trouve que le fait qu'il y ait une coalition avec des petits partis qui arrivent dans le gouvernement, c'est quelque chose qui me semble extrêmement bon pour la démocratie. Oui, c'est hyper intéressant. C'est un fonctionnement complètement différent de la France en plus, donc c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Tout à fait, d'autant plus que moi je considère que voilà, là où le Premier ministre, puisque la Norvège, c'est une Première ministre qui dirige, c'est la 3e fois qu'une femme dirige le pays. C'est une femme, oui. Je considère que la Première ministre est la représentante du pouvoir, mais ce n'est pas elle qui a le pouvoir. C'est comme ça que je comprends la chose. D'ailleurs, on la voit assez rarement dans les médias. Je veux dire, on la voit. Il arrive des fois qu'on passe 2 semaines, 3 semaines sans la voir dans les médias. Elle n'est pas là c'est vrai. Tous les jours. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur l'histoire d'Oslo? Tu nous as parlé tout à l'heure du premier roi qui est arrivé au pouvoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution d'Oslo à partir de ce moment? Alors, il faut savoir que maintenant, on regarde la Norvège. On se dit que la Norvège est un des pays les plus riches au monde. Ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Ouais. C'est un pays qui marche bien. Il faut savoir que au 19e siècle, et tout particulièrement dans la 2e moitié du 19e siècle, la Norvège, par contre, était le pays le plus pauvre d'Europe. Et dans la 2e moitié du 19e siècle, 1/3 de la population norvégienne a émigré aux États-Unis parce que la Norvège était un pays extrêmement pauvre. Alors pourquoi la Norvège était un pays extrêmement pauvre? Je pense que c'est parce que avant la révolution industrielle, le secteur primaire, l'agriculture, était le secteur prédominant. Et en Norvège, ce n'était pas un pays qui est particulièrement approprié pour l'agriculture. Pas très propice à l'agriculture, oui. Exactement. Donc, je pense que c'est d'une des raisons pour laquelle la Norvège était un pays extrêmement pauvre. Donc, la Norvège a été un pays
après l'indépendance, toujours un pays relativement pauvre, enfin pauvre ou même pas très riche, et jusqu'à ce que l'on découvre du pétrole en mer du Nord dans la fin des années 60. En 60, ouais. Alors, à partir du moment où Oslo a repris son nom, où est passé de Christiania à Oslo de nouveau, quelle a été l'évolution de la ville? Alors, l'évolution de la ville est liée principalement à l'évolution du pays, c'est-à-dire au fait que la Norvège est devenue, à la fin des années 60, un pays riche. Et donc, on remarque quand même, pour les gens qui viennent en Norvège, qui m'ont dit, qui viennent depuis 20 ou 30 ans en Norvège, c'est une ville qui a énormément changé. C'est une ville presque qui a complètement changé, tout particulièrement dans le centre-ville et aux abords du centre-ville, avec maintenant une architecture moderne qui, eh bien, montre un petit peu la richesse de la Norvège, mais je trouve que la Norvège le fait avec goût. Par exemple, lorsqu'on voit le nouvel opéra d'Oslo et tout le quartier qui s'est développé autour du nouvel opéra d'Oslo, tout ça reste relativement de bon goût. Ça, c'est mon avis personnel. C'est ça. Alors, tu trouves que le nouveau musée Munch est joli? Je trouve que c'est un endroit intéressant pour placer le musée Munch, puisqu'il se trouve juste derrière la colline où Edvard Munch a eu l'inspiration pour son tableau le plus célèbre qui s'appelle Le Cri. Pour le Cri, oui. Le bâtiment, est-ce qu'il est particulièrement joli? Non. Enfin, oui, pas vraiment. On peut pas vraiment dire que. Alors, c'est une pièce architecturale, on va dire. Le toit est légèrement incliné. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est d'y aller à l'intérieur parce que c'est un musée qui va non seulement. Voilà, c'est un musée moderne et c'est aussi un endroit où on pourra profiter d'une vue superbe. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui sera intéressant dans ce musée. Ce ne sera pas seulement un musée, ça sera un endroit où profiter de la vue. Ça sera intéressant. Il doit être terminé cette année, enfin du moins l'année prochaine en 2021. Il devait déjà être terminé, je crois. Il y a eu du retard, tout comme pour la nouvelle bibliothèque d'Oslo qui se trouve juste à côté de l'opéra aussi. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller y faire un tour? Oui, j'y suis allé. Alors, elle a ouvert un peu plus tardivement que prévu, puisqu'elle a été prévue l'ouverture à la fin du mois de mars, mais en raison de la situation actuelle avec le Covid-19, l'ouverture a été retardée, mais elle a ouvert la nouvelle bibliothèque. Donc, c'est un bâtiment aussi extrêmement moderne. C'est un petit peu le Oslo du XXIe siècle, avec tous les bâtiments qui ont été construits autour de l'opéra ont été construits donc au cours des 20 dernières années. Donc c'est vraiment le Oslo du XXIe siècle. C'est le Oslo moderne, ouais, c'est vrai c'est impressionnant ce bâtiment, ça a été en travaux pendant très longtemps. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire un tour à l'intérieur. Est-ce qu'on a une belle vue alors de tout là-haut? On a une vue sympathique, on n'a pas véritablement une vue sur le fjord puisque c'est caché par l'opéra, mais voilà, c'est un grand bâtiment moderne et il est placé juste à côté de la gare centrale. Il est entre la gare centrale et le nouvel opéra, donc on ne peut pas être plus central que ça. Plus central, oui. Voilà, donc c'est un petit peu, il est placé entre l'ancien et le moderne. Et un petit peu, c'est ce contraste que l'on retrouve dans le centre-ville d'Oslo. Oui, c'est vrai. L'ancien, c'est la gare centrale, et puis le moderne, c'est... Et le moderne avec l'opéra, et c'est juste au milieu, c'est vrai. Voilà, donc... Quels sont tes endroits préférés, toi? Oh, les endroits préférés, cela dépend. Ce que j'apprécie particulièrement à Oslo, c'est que c'est une ville verte, avec énormément de nature. Le fait que cette nature soit très facile d'accès, en un quart d'heure, 20 minutes, on est à la plage, on est dans la forêt, on peut se promener. Et ça, c'est vraiment extrêmement agréable. On peut être sur l'une des petites îles qui se trouvent tout autour d'Oslo en prenant un petit ferry qui appartient au transport en commun. Pour aller sur l'île la plus proche, ça prend 10 minutes avec ce ferry. Et je trouve ça vraiment idyllique.
de pouvoir avoir ça dans une ville ou dans une capitale européenne. C'est vrai que c'est fou parce que on a, avec mon copain, quand on cherchait un lieu justement pour s'installer, quand on voulait quitter Paris mais qu'on n'avait pas encore choisi la Norvège, on avait fait un peu une liste, on se disait alors tu vois, moi j'aimerais avoir ça, ça, ça à portée de main et tout. Et c'est vrai qu'en Norvège, avec Oslo, c'est fou parce que c'est la capitale, mais alors on a la plage, la montagne, il y a une station de ski dans laquelle on peut aller en partant du centre-ville, il y a vraiment tout plein de choses. Effectivement, oui. Je trouve, un des grands avantages de la ville, c'est la grande forêt d'Oslo qui s'appelle Marka. Elle représente 2/3 de la superficie de la ville, et donc une grande partie de la ville. Et c'est un endroit où on ne construit pas. Et Parce qu'Oslo, c'est une ville qui est très étendue. Ça fait 454 km² de superficie. Pour aller dans la forêt d'Oslo, qui se trouve au nord et à l'est de la ville, il faut avec le métro environ une demi-heure du centre-ville. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ça correspond bien aussi aux idéaux de vie des Norvégiens, où il y a une expression typiquement norvégienne qui dit au gå på tur, c'est-à-dire aller faire une promenade, aller se balader. Et c'est une des occupations principales des Norvégiens lorsqu'ils ont du temps libre, aller passer du temps dans la nature. Et c'est quelque chose qui est au cœur de la vie norvégienne. J'habite juste à côté de la péninsule de Bygdøy, où il y a aussi la plage, il y a une forêt, donc en 5 minutes en vélo, moi je suis là-bas. Donc je dirais que de là où j'habite, en vélo, j'y suis en 5 minutes. Donc je suis à la plage en 10 minutes de chez moi en vélo. Ça, c'est top. Voilà, donc ça c'est un avantage considérable de là où j'habite. Mais ce côté... profiter de la nature, c'est typiquement norvégien, et c'est une des raisons pour lesquelles la Norvège a été votée le pays où les gens sont les plus heureux en 2018. Voilà. Ouais. Il y a le fait que la Norvège est un pays riche, mais aussi le fait que au cœur de la vie en Norvège, on passe du temps dans la nature. On passe beaucoup de temps dehors. Oui, c'est vrai que dans un des épisodes du podcast, je parle un petit peu du rythme, du déroulement d'une journée, et je parle justement de ces fins d'après-midi, après le travail, après 15, 16, 17 heures, qui est vraiment après le dîner, où c'est vraiment dédié aux loisirs, aux promenades, passer du temps dehors. C'est quelque chose de culturellement très, très important. Tout à fait. Et puis passer du temps dehors, c'est aussi lié au sport, à la culture physique. C'est typiquement norvégien. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup de sport, ils font beaucoup de marche, beaucoup de randonnée, beaucoup de vélo, beaucoup de ski évidemment. Ils font même du ski à roulettes l'été. Voilà, c'est-à-dire que le ski de fond, c'est le sport le plus prisé en Norvège, parce que les Norvégiens sont les meilleurs au monde, ou parmi les meilleurs au monde. Donc ça fait partie de la culture norvégienne. Et puis parce qu'il y a de la neige tous les hivers ici en Norvège, et donc on peut pratiquer ce sport. Et voilà, donc il y a une longue tradition ici en Norvège avec le ski de fond. Mais en été, lorsqu'il n'y a pas de neige, eh bien, pour s'entraîner, pour patienter, eh bien, on utilise des skis à roulettes où la technique eh bien, est pratiquement la même qu'avec des skis de fond normales. Donc ça permet de patienter jusqu'à l'arrivée de la neige. C'est ça. Par rapport au ski, justement, on peut prendre le métro en centre-ville d'Oslo pour se rendre à la station de ski d'Oslo, et du coup ça donne lieu à des scènes un peu rigolotes. Moi je me suis déjà retrouvée sur les quais du métro où on peut voir d'un côté quelqu'un en combinaison de ski avec les skis à la main, et puis de l'autre côté un homme d'affaires avec un petit attaché case en cuir. C'est assez rigolo, je trouve. C'est vrai. Tout particulièrement ceux qui vont faire du ski de fond à Holmenkollen, puisqu'il y a des pistes qui sont éclairées jusqu'à 10 heures le soir en hiver. Donc beaucoup de Norvégiens, beaucoup d'habitants d'Oslo
font ça et prennent leur ski de fond et vont là-bas pratiquer ce sport. Oui, et puis c'est vrai qu'à Oslo, l'hiver, quand il y a de la neige, on voit plein de gens, on voit même des gens en ville en ski de fond. Oui, ça arrive, tout à fait. Ça arrive, il y en a qui en font aussi en ville. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé d'en voir en plein centre-ville, c'est assez marrant. Oui, moi aussi, j'en ai aussi vu dans le centre-ville. Donc du coup, si tu devais choisir un quartier à Oslo que tu préfères, ce serait le quartier où tu habites alors, le quartier Ouais. de Big Bah, Døy? disons que la péninsule de Big Døy, je trouve que c'est vraiment un endroit idyllique. Moi, C'est j'y là où se suis trouve la résidence d'été de la famille royale d'ailleurs. tout à fait, oui, là-bas. Donc, c'est un endroit idyllique. Il y a des parcs, il y a de la forêt, il y a la ferme royale. Là, quand on se promène le long d'un petit sentier, il y a les vaches qui appartiennent à la ferme royale. Ça a un côté un petit peu Il y a même bucolique. des vaches royales à Oslo, dis donc. C'est un côté un petit peu donc bucolique, c'est d'aller se promener là-bas en vélo ou à pied, c'est très agréable, quoi. Et puis voilà, on arrive, il y a les plages, en hiver, de pouvoir profiter du bord de mer, il y a une jolie vue aussi là-bas. Donc c'est un endroit que moi j'apprécie tout particulièrement. C'est vrai que ça fait partie de la richesse d'Oslo, comme on disait, avec les différents endroits, avec le centre-ville, avec même avec des architectures vraiment différentes en fonction des quartiers. Oui, c'est vrai, il y a un contraste entre le passé et le présent, entre l'ancien et le moderne. C'est une ville qui change très rapidement. Tu l'as peut-être aussi remarqué toi-même. Moi, j'ai vu cette ville quand même changer très très vite en l'espace de 12 ans. Ça fait 12 ans que j'habite ici. Même maintenant, des fois, je vais dans certains quartiers où j'avais pas mis les pieds depuis, je sais pas, 6 mois, et je vois un nouveau restaurant ouvert. Il y a un endroit qui a fermé. C'est une ville qui change extrêmement rapidement, je trouve. Oui, c'est vrai qu'il y a même moi, en 6 ans, j'ai vu la ville changer aussi, ouais. Ouais, je trouve que ça va très vite. Des fois, c'est un petit peu effrayant de voir la vitesse à laquelle ça change. C'est vrai que quelquefois, j'étais à la recherche d'un endroit, par exemple, que je connaissais, d'un café ou d'une librairie, et puis hop, ça avait changé, c'était plus là, il y avait quelque chose d'autre. C'est vrai que ça change vraiment très vite. Exactement, exactement. C'est vrai que moi, par exemple, que je suis arrivé, j'ai aussi livré les journaux ici à Oslo, et je Mhm. livrais l'édition du soir du journal le plus populaire en Norvège, qui s'appelle Aftenposten. Et très rapidement, peut-être 1 an ou 2 ans après, cette édition du soir a été supprimée. Voilà, donc ça n'existe plus. Donc voilà, ça change très vite, je trouve aussi, pas seulement l'architecture ou les quartiers, mais c'est un pays qui change, je trouve, moi, très rapidement. C'est vrai, je suis d'accord. Et c'était très intéressant d'avoir toutes ces informations historiques. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Écoute, Anne-Sophie, le plaisir est partagé. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec toi. Merci. Salut Thomas. Salut. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et en format vidéo sur les réseaux sociaux et sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. À bientôt!